Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'ai un vrai problème qui m'interroge pratiquement tous les matins depuis que la rentrée scolaire est repartie. Est-ce que je dois forcer mon ado ou mon enfant à petit déjeuner le matin? Alors, la question, elle est importante. Elle ne concerne pas que les ados, d'ailleurs. Est-ce que moi aussi, en tant qu'adulte, je dois me forcer à prendre un petit déj? Est-ce qu'il faut forcer mes enfants, etc. On pourra revenir, d'ailleurs, sur l'idée de forcer. C'est intéressant. On peut la débattre tout de suite. Parce que si je me force, c'est que je me fais une violence, déjà. Donc, on pourra y réfléchir. La première question à se poser, savoir si j'ai besoin de prendre un petit déj le matin, c'est est-ce que j'ai faim au moment où ce serait le moment de prendre le petit déjeuner. Si j'ai pas faim, c'est que j'ai pas besoin de manger à ce moment-là ou que mon corps est pas prêt pour manger à ce moment-là. Il est peut-être encore endormi parce que je me réveille peut-être de très bonne heure, etc. Et le système digestif, il est pas encore prêt à accueillir de la nourriture. Donc si j'ai pas faim, ça sert à rien de me forcer. En tout cas, ça peut être contre-productif aussi parce que ça peut m'alourdir à ce moment-là, ça peut me fatiguer. Oui, mais s'il a faim ensuite dans la matinée et qu'il peut pas, il n'y a pas la possibilité de manger, comment il va faire pour tenir tout le matin? Alors déjà, pour qu'il n'ait pas la possibilité de manger, il faudrait qu'il soit interdit de manger. C'est vrai qu'il y a des établissements qui l'interdisent. À ce moment-là, on demande à la diététicienne de faire un mot, parce que c'est une aberration. Quand on a faim, on a besoin de manger, sinon ça fait violence au corps. Donc il y a des décisions qui sont prises parfois pour des questions d'organisation ou pour protéger contre certaines dérives, manger des trucs trop sucrés, etc. Mais qui ne tiennent pas n'est pas compte du fait que ça va faire du mal à d'autres personnes. Donc si effectivement le petit se lève tôt le matin, qu'il n'est pas prêt à manger à ce moment-là, qu'il est vraiment trop fatigué, brassé, etc., c'est important qu'il puisse vers 9-10 heures, la récréation, etc., faire une collation. Et à ce moment-là, s'il faut passer par le mot de la diététicienne ou du médecin, il ne faut pas hésiter à passer par un mot de la diététicienne ou du médecin. Donc l'idéal, c'est de pouvoir prévoir une collation pour les enfants, pour nous aussi. Si oui. Avant de partir au boulot, on n'a pas faim, et puis qu'arriver au boulot, là, ça commence à venir, pourquoi pas partir peut-être 10 minutes plus tôt et se ménager 10 minutes de je vais prendre le temps de savourer une tartine ou un truc pratique. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu conseillerais quelque chose en petite collation comme ça, du matin? Alors, le pain, c'est pratique à transporter. La confiture, ça l'est moins, le beurre aussi. Alors, à moins de pouvoir les stocker sur le lieu de travail, on a un petit frigo à disposition. Là, ça peut être cool. Ça peut être aussi avoir un petit pot de purée de noisettes à disposition au travail ou emporter une petite boîte, un morceau de fromage, etc. Ou se faire un mini sandwich, tu sais, un sandwich jambon fromage, petit format pour juste ce qu'il faut pour tenir la matinée. Même l'ado peut amener du reblochon au collège pour manger à 10 heures. Eh bien, pourquoi pas, du moment que ça ne mocote pas dans le sac. Un autre souci aussi, c'est en rentrant de l'école, c'est que souvent l'enfant, il se gave au goûter. Tac. Alors, juste un peu par malice, mais déjà, on va vérifier, parce que pour bien identifier le souci que ça peut poser, c'est quoi le problème du fait que l'enfant se gave au goûter? Dis-moi. C'est surtout qu'il n'aura plus faim après le soir pour le repas. D'accord. Et en quoi c'est un problème qu'il n'ait pas faim au repas du soir? S'il mange... Déjà, il rate le repas et puis s'il ne mange pas, il peut avoir faim plus tard, vers 22 heures par exemple, ou au coucher. D'accord, très bien. Alors, déjà, si c'est bien gavé au goûter, on n'est pas sûr qu'il va avoir faim à 22 heures. Donc, ça pourrait valoir le coup d'expérimenter pour vérifier. Parce que s'il a fait un repas à 16 heures qui lui apporte toute l'énergie dont il avait besoin pour tenir jusqu'à la fin de la journée, peut-être qu'il aura seulement faim le lendemain matin. Et pourquoi pas que son dernier repas de la journée soit le goûter, justement. On pourrait l'imaginer. Maintenant, si effectivement, il se met à avoir faim à 21h, 22h, voire même que ça le réveille à 23h, minuit, là, effectivement, ça peut poser un souci. Bon, évidemment, souci d'organisation pour les parents, ça on peut éventuellement imaginer des organisations, mais souci aussi par rapport à son rythme biologique. Mais comme on aura vérifié que ça pose un réel problème chez lui, on aura des arguments pour discuter avec lui de comment structurer le goûter, de sorte à ménager la faim
pour le dîner. Ensuite, il y a des manières de choisir les aliments du goûter pour apaiser la faim, parce que s'il est affamé au goûter, soit il n'a pas suffisamment mangé au repas de midi, là il faut traiter ce problème-là, soit il est naturel qu'il ait faim à 16h, parce que un enfant en croissance, ça a besoin de beaucoup d'énergie, et donc trouver des aliments qui vont réussir à satisfaire les besoins à ce moment-là, tout en ménageant la faim pour le repas du soir. Là, tu parles de ménager sa faim, mais c'est aussi, si jamais il n'a plus faim pour le repas du soir, quid de manger, on mange plus ensemble? Oui, tout à fait. Et là, c'est plus une question nutritionnelle, une question santé, c'est une question de convivialité. Alors, on en a parlé dans une précédente chronique, la convivialité en France, c'est très, très lié au fait de manger ensemble. Mais la convivialité, c'est avant tout être ensemble. J'ai beaucoup de parents qui me disent « Oh là, mais si on se voit plus au dîner, on se voit plus ». Pourquoi pas imaginer déjà des moments, réinventer des moments où on va passer du temps ensemble. Ça ne veut pas forcément dire passer 1 heure ensemble, mais déjà passer 15 minutes de qualité ensemble, être ensemble. C'est une manière de réinventer la convivialité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur le repas et on oublie que ça peut être, on oublie d'être créatif et on oublie que ça peut être différent. Alors après, le fait de, admettons que effectivement on va pas manger ensemble, ça peut être une option quand les enfants sont vraiment grands, etc. Bon, ça peut être une option entre adultes aussi. Pourquoi pas après se poser à table avec l'ado ou le conjoint qui rentre plus tard, etc. Se poser avec une tisane, juste pour être ensemble. Oui, éventuellement faire des repas différés, ouais, vraiment au rythme de chacun. Pourquoi pas, voilà. Maintenant, c'est vrai que quand les enfants sont plus jeunes, ça pose d'autres questions en termes, voilà, ça peut être intéressant aussi d'un point de vue mimétique de montrer comment on déguste, etc. Donc l'enfant nous voit manger, ça aussi une fonction éducative. Donc bon, ça peut valoir le coup de vérifier déjà ce qui compte. Pourquoi est-ce qu'on tient à manger ensemble? C'est important parce que ça nous permet aussi de nous reconnecter à nos valeurs, éventuellement de ne pas confondre la solution avec le besoin et d'être créatif, ou alors de réaffirmer que si finalement ça c'est important et donc on va s'organiser pour que ça puisse se faire. Et peut-être adapter à ce moment-là le contenu du goûter, peut-être moins de sucre, autre chose comme ça, pour que l'enfant il ait vraiment faim à 19h avec nous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me disent « mais le problème c'est qu'il mange des cochonneries au goûter ». Alors déjà, comment ça se fait qu'il mange des cochonneries cet enfant? Parce qu'on donne tous des brioches sous plastique, bien sûr. Non, jamais chez moi. Jamais chez moi non plus, jamais chez nos auditeurs voilà. D'ailleurs. Non. Alors c'est vrai que le goûter, quand on pense goûter, on pense choses sucrées. Et pourquoi pas aussi, parce que ça peut être intéressant. Le sucre à ce moment-là, ça donne un petit coup de fouet. Les produits sucrés donnent un coup de fouet et permettent aussi de mieux ménager la faim, à condition qu'on ne s'en gaffe pas, évidemment, pour le repas du soir. Donc c'est une option intéressante. Mais les produits industriels, ils sont pratiques, ils sont attractifs. On est tous sensibles au fait que, on va pas forcément faire des gâteaux maison tous les jours. On est tous sensibles au fait que notre gamin a vu son copain manger tel truc qu'il a vu dans la publicité super sympa, etc. Donc ça arrive. Voilà. Maintenant, on peut aussi proposer des alternatives. Il y a par exemple le pain au chocolat, qui reste un must. Un classique. Oui. Et une valeur sûre pour le goûter. Après, pourquoi pas imaginer pain purée de noisettes, pain fromage, etc. Alors le pain, c'est vraiment pratique parce qu'il suffit d'en découper un morceau, on le grignote comme ça avec le truc qui fait plaisir. Donc c'est facile à mettre en œuvre. Ça peut être des fruits, ça peut être un yaourt, ça peut être des choses plus simples et moins traficotées, moins industrielles. De ce que je retiens, il ne faut donc il y a tout à réinventer, il y a tout à voir et à s'adapter en fonction des besoins de l'enfant, des besoins des parents, des besoins de la famille, mais oui, tout à fait, voilà. Et puis soyons créatifs, restons connectés à ce qui compte, et puis réinventons-nous. Oui, voilà, osons remettre en question le système. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.